Les ouvriers chargés de la réparation de la chaussée ont commencé à enlever la couche supérieure d'asphalte, puis se sont figés, stupéfaits. Sous le revêtement noir habituel, à seulement quelques centimètres de la surface, ils ont découvert une étrange structure métallique. Ce n'était ni un ferraillage moderne, ni des restes de comunicati. Devant leurs yeux se trouvait une grille en fer forgé, primitive en apparence, mais couvrant toute la largeur de la route. Le métal avait l'air ancien, clairement pas de l'acier, mais très probablement du fer ordinaire, forgé autrefois dans des ateliers de forgerons. La structure reposait sur une couche de gravier, et les éléments n'étaient pas reliés entre eux. L'ensemble tenait uniquement par son propre poids et par la pression des couches supérieures. Une question logique se pose. S'il y avait une surface aussi solide et durable en dessous, pourquoi avait-on besoin d'asphalte ? On pouvait parfaitement circuler sur cette chaussée métallique sans aucun revêtement supplémentaire. Des curieux se sont rassemblés autour de cette découverte inhabituelle, prenant des photos et discutant. La chaussée avait un aspect fascinant, même après tant d'années passées sous terre. Mais le plus frappant était autre chose. Il n'existe aucune information sur ces routes. Ni dans les archives, ni dans les documents historiques, ni dans les chroniques urbaines. Comme si quelqu'un avait délibérément effacé toute mention d'un réseau entier de routes métalliques qui couvraient autrefois les rues. L'auteur de la découverte se pose la question: comment se fait-il qu'il y ait eu autant de routes de ce type et qu'elles aient toutes disparu ou été dissimulées? Certaines ont pu être fondues pour récupérer le métal, peut-être en période de pénurie aiguë de fer. D'autres ont simplement été recouvertes d'asphalte, comme dans ce cas précis. La fonte peut encore s'expliquer de manière rationnelle, par la nécessité. Mais pourquoi cacher une route parfaitement fonctionnelle sous un nouveau revêtement? Imaginez la scène. Des ouvriers arrivent, voient une excellente chaussée métallique parfaitement praticable sur laquelle circulent sans problème charrettes et passants et décident de la recouvrir d'asphalte. Ne se posent-ils aucune question? Ne veulent-ils pas savoir qui l'a construite, quand et pourquoi? Ils la recouvrent simplement comme s'ils en avaient honte ou qu'ils obéissaient à des ordres. Si vous voulez découvrir la vérité sur les technologies oubliées du passé, mettez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Car ce que vous venez d'apprendre n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existait bien plus de routes métalliques que vous ne pouvez l'imaginer, et leur destin cache des faits encore plus étranges. Cette découverte était loin d'être unique. Des chaussées métalliques similaires ont été trouvées dans différentes villes et localités. Parfois par hasard, lors de travaux sur les réseaux, parfois lors de grandes reconstructions de rues. À chaque fois, le même scénario. Sous une couche d'asphalte relativement fine, se trouvait une structure en fer forgé, parfois en excellent état, parfois partiellement endommagée par le temps. L'ampleur du phénomène est stupéfiante. Il ne s'agit pas de quelques mètres d'un revêtement expérimental sur une place centrale. Le métal recouvrait des rues entières, longues de centaines de mètres, voire davantage. Le volume de travail, la quantité de matériaux, le niveau d'organisation du processus indiquent qu'il s'agissait d'une pratique standard, d'une production de masse de surface routière à une certaine époque. Mais qu'est-il arrivé à ces routes? Leur destin varie et aucune des hypothèses n'éclaire vraiment l'histoire. Une grande partie des chaussées métalliques a tout simplement été fondue. La version officielle pourrait être la suivante: besoin de métal, période de guerre, industrialisation nécessitant des ressources. Cela semble plausible, sauf pour un détail. Même si l'on admet un besoin urgent de métal, pourquoi le processus de destruction des routes n'apparaît-il dans aucun document? Imaginez l'ampleur de l'opération. Démonter des revêtements métalliques dans les rues des villes, les transporter pour les refondre, organiser tout cela dans des dizaines, voire des centaines de villes. C'est un travail colossal, qui nécessite planification, ordre, rapport. Où sont les documents? Où sont les ordres de démontage? Où sont les registres des quantités de métal récupérées? L'absence totale de traces écrites semble extrêmement suspecte pour une entreprise d'une telle envergure. Encore plus absurde est le sort des routes qui n'ont pas été fondues, mais simplement recouvertes d'asphalte. Réfléchissez-y. Il existe une surface métallique solide, parfaitement fonctionnelle.
Elle ne s'affaisse pas, ne se brise pas sous la charge, elle est pratique pour la circulation. Et des ouvriers arrivent et coulent de l'asphalte par-dessus. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Si le revêtement métallique était devenu inutilisable, dangereux ou détruit, cela se comprendrait, il faut agir. Mais on trouve des chaussées en excellent état, capables de servir encore de nombreuses années. Il s'avère qu'une technologie parfaitement opérationnelle a simplement été enterrée sous une nouvelle couche. C'est comme construire une autoroute moderne, puis la recouvrir de gravier et tracer un chemin de terre par-dessus. De plus, poser de l'asphalte sur du métal crée des problèmes supplémentaires. Le métal et l'asphalte ont des coefficients de dilatation thermique différents. Lors des variations de température, ils réagissent différemment, ce qui provoque des tensions et des fissures. N'importe quel ingénieur moderne dira que c'est technologiquement incorrect. Pourtant, c'est exactement ce qui a été fait. La question principale de cette histoire est simple, mais sans réponse. Pourquoi n'existe-t-il aucune trace historique de ces routes? On parle de construction de masse, de l'utilisation de volumes énormes de métal, de technologies appliquées partout. Comment peut-on construire des milliers de kilomètres de routes métalliques sans laisser la moindre mention dans les archives? Aucun plan, aucune description technologique, aucun devis, aucun rapport de construction, aucune mention dans les journaux de l'époque, aucun témoignage d'ingénieurs ou d'ouvriers. Un silence total autour d'un projet d'ingénierie grandiose. Cela ressemble moins à une perte de documents qu'à une destruction délibérée de toute mention. Les gens marchaient sur ces routes, y circulaient en charrette et en carrosse, les voyaient tous les jours. Mais personne n'a jugé nécessaire de noter leur origine. Ou bien les archives ont-elles été détruites plus tard? Ou existe-t-il une autre explication si incroyable qu'on ait préféré la faire taire? Pour comprendre toute l'absurdité de la situation, il faut regarder comment les routes étaient réellement construites dans le passé, quelles technologies étaient utilisées et à quel point elles diffèrent des méthodes modernes. Il existe une comparaison curieuse qui renverse complètement l'idée du progrès. D'un côté, la société dite illettrée du passé, à qui l'on attribue arriération et méthodes primitives. De l'autre, la civilisation moderne développée avec ses technologies avancées et ses réalisations scientifiques. Mais il suffit d'observer les méthodes de construction des routes pour douter de ces étiquettes. Comment ces ancêtres prétendument illettrés construisaient-ils des routes? Le processus était le suivant. D'abord, ils creusaient une tranchée profonde, créant une base solide pour la future route. Ensuite, ils versaient une couche de gros gravier qui formait la structure porteuse et assurait le drainage. Par-dessus, ils ajoutaient du gravier de taille moyenne, comblant les vides et rendant la surface plus uniforme. La couche suivante était composée de gravier fin, nivelant toutes les irrégularités jusqu'à un état idéal. Après cela, l'ensemble était soigneusement compacté et recouvert d'un revêtement final en blocs de pierre parfaitement travaillés. Ces pierres étaient ajustées si étroitement qu'une lame de couteau passait à peine entre elles. La pose se faisait sur un mortier spécial qui liait toute la structure en un seul ensemble. Le résultat était monolithique, durable et pratiquement indestructible. Et que fait la civilisation développée? Lorsqu'un trou apparaît dans l'asphalte, on le rebouche simplement avec de l'asphalte neuf, souvent de manière si négligée que la réparation se distingue par sa couleur et sa texture. Si le trou est plus grand, on y jette des briques, vaguement recouvertes. C'est ce qu'on appelle du bricolage, et c'est l'approche de la pensée d'ingénierie dite avancée. L'ironie est évidente. La technologie utilisée par la société illettrée est infiniment plus complexe, réfléchie et efficace que les méthodes modernes. Une structure multicouche tenant compte des charges, du drainage et de la dilatation thermique contre un simple coulage d'asphalte chaud sur une surface préparée. Même sans formation spécialisée, il est clair quelle méthode est la plus aboutie. On observe d'ailleurs quelque chose de très similaire dans les célèbres routes romaines. La même structure en couche, le même principe du gros au fin, la même pose de pierre en surface. Et ces routes servent pendant des millénaires. Littéralement, 2000 ans plus tard, on peut encore y marcher et y circuler.
L'asphalte moderne commence à se fissurer et à s'affaisser après seulement quelques années. Une question logique se pose. Qui était réellement le plus avancé technologiquement? Ceux qui construisaient des routes pour des siècles, calculant chaque couche et chaque élément? Ou ceux qui rebouchent des trous avec des briques en espérant que cela tienne jusqu'à la saison suivante? L'histoire officielle affirme une chose, mais les faits disent tout autre chose. Si l'on élargit encore la perspective, les routes métalliques s'intègrent parfaitement dans ce tableau. Elles représentent un niveau supplémentaire de perfection technologique que la civilisation moderne ne peut non seulement pas reproduire, mais même pas expliquer. Pourquoi utiliser du métal pour les chaussées? Quels avantages cela offrait-il? Quelle technologie permettait de produire de tels volumes de fer forgé? Mais les routes métalliques ne sont pas le seul mystère lié à l'usage du métal dans le passé. Il existe d'autres exemples qui soulèvent encore plus de questions et détruisent nos idées reçues sur le développement technologique. La recherche d'informations sur les routes métalliques mène à des découvertes encore plus étranges. Il s'avère que le métal n'était pas utilisé uniquement pour les chaussées. Dans de vieilles églises et temples, on découvre des sols entièrement en métal. Pas de simples inserts décoratifs, pas de petites zones de renforcement, mais des sols complets couvrant toute la surface des salles. Cette découverte engendre une cascade de questions sans réponse claire. Commençons par la plus évidente. Pourquoi faire des sols métalliques dans un temple? D'un point de vue pratique, cela paraît totalement irrationnel. Le métal est froid, surtout en hiver. Marcher dessus est inconfortable. Une pièce avec un sol métallique sera nettement plus froide qu'une pièce avec un sol en pierre ou en bois. Pourquoi ne pas utiliser la pierre? Les sols en pierre sont magnifiques dans les temples. Durables, décorables par des sculptures ou des mosaïques. La pierre est disponible, les technologies de taille et de pose sont bien connues. Le bois serait aussi un choix logique. Chaud, agréable sous les pieds, créant une atmosphère particulière. Mais ils ont choisi le métal. On en vient à penser que ces sols métalliques remplissaient une fonction spécifique, sans rapport avec le confort des fidèles. Et si les temples avaient été autre chose que de simples lieux de prière? Il existe une hypothèse selon laquelle certains bâtiments anciens que nous considérons comme des églises étaient à l'origine des centrales électriques ou contenaient de puissantes installations électriques. Dans ce contexte, un sol métallique devient logique, conducteur, mis à la terre ou élément d'un système électrique plus complexe. Cette version paraît fantastique, mais elle offre au moins une explication rationnelle à ce choix étrange. Car comme simple revêtement de sol, le métal n'a aucun sens. Il est plus cher que la pierre, plus froid que le bois, plus difficile à travailler et à poser. Aucun avantage, seulement des inconvénients. Sauf si l'on tient compte de propriétés électriques possibles. Et le métal ne se limitait pas au sol. Dans ces mêmes temples, on trouve des escaliers entièrement métalliques. Des portes et structures de portes en métal. Des rampes, des grilles, des éléments intérieurs, tous en métal. L'impression est que les constructeurs cherchaient délibérément à saturer le bâtiment d'éléments métalliques, comme s'ils répondaient à une exigence technique essentielle. La qualité du travail est stupéfiante. Ce n'est pas un forgeage grossier ou primitif, c'est une forge artistique de très haut niveau, avec des motifs délicats, des entrelacs complexes, une symétrie parfaite. Chaque détail est travaillé avec une précision extrême. Les artisans qui ont créé ces structures possédaient un savoir-faire incroyable et surtout avaient accès à de grandes quantités de métal de qualité. Imaginez le volume de travail. Forger un sol métallique pour un temple de taille moyenne. Des milliers d'éléments individuels, chacun devant être fabriqué, ajusté, assemblé. Des mois, voire des années de travail pour des forgerons expérimentés. Des dépenses énormes en métal, en charbon pour les forges, en main-d'œuvre. Et tout cela pour un sol? Pour des escaliers? La logique suggère que de tels coûts devaient être solidement justifiés. Les éléments métalliques dans les temples ne pouvaient pas être un simple caprice décoratif ou un hommage à la mode. Ils remplissaient une fonction importante, au point de justifier des dépenses colossales et des difficultés technologiques majeures. Mais le plus étonnant dans ces structures métalliques n'est même pas leur fonction ou leur ampleur. Le plus frappant, c'est l'état dans lequel elles sont parvenues jusqu'à nous.
Des sols et structures métalliques datant de 1899 donnent l'impression d'avoir été installés récemment. Aucune trace de corrosion grave, pas de rouille profonde, aucune dégradation de la structure. Ils ont conservé leur intégrité et leur fonctionnalité après plus d'un siècle d'utilisation. Ce n'est pas seulement étonnant, c'est pratiquement impossible du point de vue de la métallurgie moderne. Les conditions d'exploitation étaient loin d'être idéales. Les gens marchaient constamment sur ces sols, y apportant de l'eau, de la saleté, de la neige en hiver. L'humidité s'accumulait à la surface, pénétrait dans les joints entre les éléments. Les motifs forgés créaient de nombreuses cavités où l'eau et la saleté stagnaient. C'est précisément dans ces zones que la corrosion apparaît le plus rapidement. Mais ici, cela ne se produit pas. Le métal reste stable, les motifs conservent leur netteté, les assemblages ne se dégradent pas sous l'effet de la rouille. Même dans les zones de contact permanent avec l'eau et la saleté, là où le métal moderne se couvrirait d'une épaisse couche de rouille en quelques années, les structures anciennes montrent une résistance étonnante. Les sols en fonte méritent une attention particulière. La fonte est un alliage de fer et de carbone, effectivement plus résistant à la corrosion que le fer ordinaire, mais pas au point de tenir plus d'un siècle sans protection. De plus, la fabrication de sols en fonte était plus coûteuse que celle de sols en pierre. La fonte nécessite des températures élevées, des moules spéciaux, une technologie complexe. Le traitement et la pose des éléments finis sont également difficiles. Pourquoi dépenser plus d'argent et d'efforts pour un matériau qui, en théorie, devrait être inférieur à la pierre en termes de durabilité? Les sols en pierre des temples servent pendant des siècles sans entretien. Les sols en fonte auraient dû rouiller, nécessiter peinture, réparation, remplacement de sections. Mais cela ne s'est pas produit. Ils ont servi sans problème et continuent de servir aujourd'hui. La comparaison avec les technologies modernes rend la situation encore plus absurde. Le métal moderne rouille constamment et partout. Les structures métalliques nécessitent une protection régulière, peinture, revêtement anti-corrosion, protection cathodique. Les navires maritimes constituent un cas à part. Les coques sont exposées en permanence à l'eau salée, qui détruit le métal à une vitesse incroyable. Les chantiers navals dépensent des sommes énormes pour lutter contre la corrosion. On effectue régulièrement des sablages pour enlever la rouille et les restes d'anciennes peintures. Puis, on applique de nouveaux revêtements protecteurs. Et ce cycle se répète sans cesse, car le métal moderne ne peut résister à la corrosion sans protection permanente. Et tout cela à l'époque d'une civilisation dite hautement développée, fière de ses réalisations technologiques. La métallurgie a atteint des sommets sans précédent. Des dizaines d'alliages ont été créés pour des usages spécifiques. Les technologies de traitement des métaux sont extrêmement avancées. Mais créer un métal qui ne rouille pas pendant plus de 100 ans sans protection, la science moderne n'en est pas capable. Une situation paradoxale se dessine. Les forgerons du passé, travaillant dans des forges primitives, sans équipement moderne ni connaissances chimiques approfondies, ont créé un métal aux caractéristiques inaccessibles à l'industrie actuelle. Ils l'ont produit en quantité suffisante pour paver des rues entières et recouvrir les sols de vastes temples. Et aucune description de leur méthode n'a survécu. Les sols et routes métalliques ne sont pas les seuls exemples de ce métal extraordinaire du passé. Il existe des artefacts qui soulèvent encore davantage de questions sur le véritable niveau de développement technologique des civilisations anciennes. Parmi tous les objets métalliques mystérieux du passé, une place particulière revient au célèbre pilier de fer situé en Inde. Selon la datation officielle, cet artefact se dresse depuis plusieurs millénaires, et durant tout ce temps, pas la moindre trace de rouille n'y est apparue. Le pilier se trouve à l'air libre, exposé à la pluie, à l'humidité, aux variations de température, et reste pourtant en parfait état. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que le pilier n'a jamais été peint ni traité avec des composés protecteurs. C'est simplement du fer, exposé à l'air pendant des milliers d'années, sans rouiller. Tout pilier métallique moderne, dans de telles conditions, serait recouvert d'une épaisse couche de rouille en quelques années et commencerait à se dégrader après quelques décennies. Mais ce pilier ancien est toujours là, intact.
La science officielle propose une explication. Le pilier serait fait de fer météoritique, aux propriétés particulières. Le fer météoritique contient effectivement des impuretés spécifiques et possède une structure différente du fer terrestre. Mais cette version soulève de nouvelles questions. Où a-t-on trouvé une météorite d'une taille aussi énorme? Comment a-t-elle été travaillée avec les technologies de l'époque? Et pourquoi utiliser un matériau aussi rare pour un simple pilier, même religieux? De plus, le fer météoritique est lui aussi sujet à la corrosion, simplement plus lentement. Mais sur plusieurs millénaires, des traces d'oxydation auraient dû apparaître. Or, il n'y en a aucune. Le pilier donne l'impression d'avoir été fabriqué il y a quelques décennies, pas il y a des millénaires. Cela fait douter à la fois de la datation et de l'explication de la nature du métal. Le pilier de fer n'est pas un cas isolé. On trouve divers objets anciens présentant la même résistance à la corrosion. Les archéologues découvrent des marteaux, des outils, des fragments de structures en fer auxquels ils attribuent un âge considérable. Et ces objets ne rouillent pas. Ils peuvent être enfouis dans la terre, se trouver dans des environnements humides, mais le métal conserve sa structure. Le contraste avec le monde moderne est si marqué qu'il est impossible de l'expliquer par le hasard ou par des conditions de conservation particulières. Les objets métalliques anciens sont découverts dans des zones climatiques très diverses, dans différents types de sols, en conditions de forte ou de faible humidité. Et partout, ils montrent une résistance étonnante. Tandis que le métal moderne se dégrade même avec des revêtements protecteurs et des soins constants. Les voitures modernes commencent à rouiller après quelques années, surtout dans les régions où les routes sont salées en hiver. Les clôtures, les poteaux, les structures métalliques nécessitent une peinture régulière. Tout objet métallique laissé à l'extérieur sans protection se couvre de rouille en une saison. C'est une réalité que tout le monde connaît. Alors pourquoi le métal ancien se comporte-t-il de manière totalement différente? Les technologies métallurgiques se sont-elles à ce point dégradées que nous avons perdu la capacité de produire un métal résistant à la corrosion? Ou bien des connaissances et des méthodes ont-elles existé dans le passé, puis ont été délibérément détruites ou oubliées? Peut-être que ce métal n'était pas produit par des méthodes métallurgiques ordinaires. Tous ces faits forment une image étrange. Des routes métalliques cachées sous l'asphalte, des sols métalliques dans des temples, peut-être partie intégrante d'installations techniques, un métal qui ne rouille pas pendant des siècles, voire des millénaires, sans aucune protection. L'absence totale de sources historiques à ce sujet, l'impossibilité de reproduire ces technologies aujourd'hui. Tout cela pointe vers une théorie incroyable, capable d'expliquer de nombreuses anomalies et de relier des faits apparemment disparates. Il existe une hypothèse qui, à première vue, semble fantastique, mais qui explique beaucoup d'étrangetés liées aux structures métalliques du passé. Selon cette théorie, dans un passé relativement récent, l'électricité était gratuite et distribuée partout, à l'aide de technologies différentes des systèmes filaires modernes. Et tous ces éléments métalliques dans les bâtiments et les rues faisaient partie de ce réseau énergétique mondial. Dans ce contexte, les routes métalliques prennent un tout autre sens. Elles pouvaient servir de conducteurs, d'éléments d'un système de transmission ou de distribution d'énergie. Peut-être que les moyens de transport de l'époque utilisaient directement cette énergie, se déplaçant sur des chaussées métalliques. Cela expliquerait l'utilisation massive de matériaux coûteux et de technologies de pose complexes. Les routes n'étaient pas seulement des voies de circulation, mais des éléments d'infrastructure énergétique. Les sols métalliques dans les temples s'intègrent également à cette vision. Si les bâtiments que nous appelons aujourd'hui des églises étaient à l'origine des centrales électriques ou des nœuds de distribution d'énergie, alors les sols métalliques remplissaient une fonction de mise à la terre, de câblage, ou faisaient partie de circuits électriques plus complexes. L'utilisation généralisée du métal dans les escaliers, les portes, les éléments intérieurs aurait été nécessaire au fonctionnement du système. Les structures en fer aux propriétés particulières, résistantes à la corrosion, auraient pu être spécialement conçues pour fonctionner dans ce réseau. Peut-être que leur utilisation même dans un système électrique protégeait le métal de l'oxydation. Ou bien la technologie de fabrication incluait un traitement conférant au métal des caractéristiques spéciales,
à la fois nécessaire pour l'électricité et protectrice contre la rouille. Cette théorie explique aussi l'absence totale de traces historiques. L'existence d'une civilisation technologiquement développée, avec une énergie libre accessible à tous, représentait une menace pour ceux qui voulaient contrôler les ressources et la population. Détruire ce système et effacer toute mention de son existence aurait été une étape logique pour instaurer un contrôle sur l'énergie et rendre les gens dépendants d'un approvisionnement centralisé. Mais cette hypothèse soulève de nouvelles questions sur l'ampleur de la production de toutes ces structures métalliques. Combien de travail fallait-il pour créer des kilomètres de routes métalliques, d'immenses sols métalliques dans des dizaines voire des centaines de bâtiments, des milliers d'éléments et de détails? Si tout cela était produit manuellement, par des forgerons dans des forges ordinaires, on parle de volumes de travail inimaginables. Imaginez, chaque élément de chaussée métallique doit être forgé séparément. Chauffer le métal au foyer jusqu'à la température requise, le travailler au marteau, lui donner une forme, le laisser refroidir. Puis assembler des milliers de ces éléments en une seule structure. C'est le travail de nombreuses années pour de grandes équipes de forgerons. Multipliez cela par le nombre de rues couvertes de métal et vous obtenez des décennies de travail, même avec un grand nombre d'artisans. Cela semble absurde. De tels coûts de main-d'œuvre pour un simple revêtement routier n'ont aucun sens. Mais si les routes métalliques faisaient partie intégrante d'une infrastructure technologique, alors ces coûts deviennent justifiés. Tout comme la civilisation moderne investit des ressources énormes dans les réseaux électriques, sans lesquels le système ne fonctionne pas. D'un autre côté, si ces éléments étaient produits par moulage mécanique, si des technologies de production de masse existaient, alors une question encore plus importante se pose. Où sont ces technologies aujourd'hui? Pourquoi ne pouvons-nous pas les reproduire? L'industrie moderne est capable de produire en masse, mais elle ne peut pas créer un métal aux propriétés identiques à celles de l'antique. Elle ne peut pas fabriquer des structures qui ne rouillent pas pendant des siècles sans protection. Il en résulte soit l'existence passée d'une base industrielle hautement développée, qui a complètement disparu sans laisser de traces, soit des méthodes de production totalement différentes, basées sur des principes que la science moderne ne connaît pas ou ne reconnaît pas. Dans tous les cas, nous sommes face à des connaissances et des technologies perdues, dont l'ampleur est difficile à mesurer. Le principal mystère de toute cette histoire ne réside pas dans les détails techniques des routes ou des sols métalliques, ni dans la composition chimique du métal inoxydable, ni même dans les théories sur l'électricité libre. La question la plus simple et la plus inquiétante est la suivante. Pourquoi tout cela est-il passé sous silence? Pourquoi les informations sur l'utilisation massive de structures métalliques dans le passé sont-elles pratiquement absentes des sources officielles? Ouvrez n'importe quel manuel d'histoire. Vous y trouverez des descriptions détaillées d'événements politiques, de guerres, de changements de dirigeants, de mouvements culturels. Vous lirez des chapitres sur le développement de l'industrie, la construction d'usines, la pose de chemins de fer. Mais nulle part il n'est mentionné que les rues des villes étaient pavées de métal. Nulle part vous ne trouverez la description des technologies utilisées, les noms des ingénieurs, des entreprises qui les ont produites. Les sources historiques officielles se taisent également. Aucun document d'archives sur les commandes de revêtements routiers métalliques. Aucun devis, aucun calcul, aucun rapport de travaux. Aucun article de journal de l'époque louant ou critiquant ces nouvelles technologies. Un vide informationnel total autour d'un phénomène qui aurait dû marquer profondément la vie urbaine. Cela ne peut pas être une simple perte de documents. On parle de construction à grande échelle, dans des dizaines, voire des centaines de villes. Il est impossible que toutes les mentions aient disparu par accident. Les incendies, les guerres, les révolutions peuvent détruire une partie des archives, mais pas tout, et pas de manière aussi ciblée, effaçant un seul phénomène précis tout en laissant le reste. Il ne reste qu'à supposer un silence délibéré. À un moment donné, quelqu'un a pris la décision de retirer ces informations de l'espace public, de ne pas les inclure dans les manuels, de ne pas les mentionner dans l'histoire officielle. Cela ressemble à une théorie du complot, mais comment expliquer autrement une absence aussi totale de données sur un phénomène dont les preuves matérielles sont encore découvertes sous l'asphalte?
Peut-être que la perte de ces connaissances s'est produite lors d'un cataclysme, d'une guerre ou d'un bouleversement social, lorsque l'ancien système a été détruit et qu'un nouveau a été bâti sur d'autres principes. Les gens ont pu volontairement s'éloigner des technologies du passé, les considérant comme dangereuses ou incompréhensibles. Les générations suivantes n'y ont plus eu accès et n'ont pas pu les restaurer. Quoi qu'il en soit, il est important de comprendre une chose. L'histoire que l'on nous enseigne peut être incomplète. La version officielle du passé ne coïncide pas toujours avec la réalité. Les découvertes archéologiques, les trouvailles accidentelles lors de travaux routiers, les artefacts qui ne s'intègrent pas dans la chronologie admise, tout cela indique l'existence de zones d'ombre dans notre compréhension de l'histoire. Ne croyez personne sur parole, vérifiez tout par vous-même. Cela vaut non seulement pour les informations de cette vidéo, mais aussi pour toute autre source, y compris les manuels officiels et les publications scientifiques. L'esprit critique, la capacité de poser des questions et de chercher soi-même des réponses, est le seul chemin vers la vérité. Si ces informations vous ont paru intéressantes et utiles, partagez-les avec vos amis. Plus il y aura de personnes informées des anomalies de l'histoire officielle, plus grandes seront les chances que quelqu'un découvre de nouveaux faits, documents ou explications. Mettez un like si vous voulez voir davantage d'enquêtes de ce type, plus de contenu sur les technologies oubliées et les artefacts inexpliqués du passé. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos consacrées au mystère de l'histoire. Peut-être que la prochaine découverte apportera un éclairage sur cette énigme, ou ouvrira de nouvelles questions encore plus étonnantes et inexplicables. Quelles sont vos versions ? Comment expliquez-vous l'existence des routes métalliques et leur disparition des archives historiques ? Peut-être avez-vous des informations sur des découvertes similaires dans votre région. Écrivez dans les commentaires, discutons-en ensemble. L'intelligence collective est capable de bien plus que des chercheurs isolés. Souvenez-vous, l'histoire peut cacher bien plus que nous ne le pensons. Ce que nous croyons depuis longtemps étudié et compris peut s'avérer n'être qu'une couche superficielle sous laquelle se dissimulent des technologies étonnantes, des savoirs oubliés et des événements incroyables du passé.